Juin 1474. Une petite ville du sud de la France. Tarascon, sur les rives du Rhône. 3 cadavres découverts en une semaine. Déchiquetés, mutilés, méconnaissables. Les habitants parlent d'un monstre, d'une créature venue du fleuve. Les autorités parlent d'accident, de loup peut-être. Mais les témoins jurent avoir vu quelque chose d'impossible. Une bête énorme, couverte d'écailles, avec 6 pattes, une queue de serpent, des crocs comme des sabres. Le bailli ordonne une enquête, rédige des rapports officiels, interroge des témoins, consigne tout par écrit. Ces documents existent encore, conservés aux archives départementales. Mais l'histoire officielle dit autre chose. Parle d'une légende, d'une sainte qui aurait dompté un dragon. Que s'est-il vraiment passé à Tarascon en 1474 ? Pourquoi les rapports officiels contredisent-ils la légende ? Comment une enquête criminelle est-elle devenue un conte pieux ? L'histoire que vous allez entendre est celle d'une vérité transformée en fable, d'une créature réelle devenue légende, et de documents cachés qui révèlent ce que le pouvoir voulait effacer. 3 morts en 2 semaines. Tous déchiquetés de la même manière. Les blessures ne ressemblent à rien de connu. Les pêcheurs murmurent « C'est la Tarasque qui revient, le monstre du Rhône ». Mais le bailli est un homme rationnel. Il enquête, interroge, consigne tout, sans savoir que ces rapports seront cachés pendant 3 siècles. 8 juin 1474. Tarascon, petite ville fortifiée sur le Rhône. 3000 habitants vivant de la pêche et du commerce fluvial. L'aube se lève à peine. Des pêcheurs descendent vers la berge. Viennent relever leurs filets. Soudain, un cri. « Venez vite, il y a quelqu'un !» Les autres accourent. Découvrent un corps sur le gravier. Pierre Arnaud, pêcheur connu de tous. 42 ans, marié, 3 enfants. Mais ce n'est plus vraiment Pierre Arnaud. C'est quelque chose d'horrible. Le corps est lacéré, déchiré, partiellement dévoré. Les blessures sont profondes, parallèles, comme des griffes gigantesques. 3 entailles de 10 cm de profondeur. Les côtes sont brisées, visibles à travers la chair arrachée. Un bras manque complètement. L'autre pend par des lambeaux de peau. Le visage est intact, mais figé dans une expression de terreur absolue. Les pêcheurs reculent, horrifiés, nauséeux. Un loup n'a pas fait ça. Trop gros, trop fort. Jean Bello, un vieux pêcheur, murmure. La Tarasque. C'est la Tarasque qui revient. Les autres le regardent. La Tarasque. Légende locale ancienne. Un monstre qui vivait dans le Rhône il y a 1000 ans. Dompté par Sainte-Marthe selon la tradition. Depuis, plus jamais vu. Mais les vieux racontent que le monstre n'est pas mort, qu'il dort au fond du fleuve, et que parfois, il se réveille. On va chercher le bailli, Guillaume de Montfaucon, 45 ans, officier royal responsable de l'ordre public à Tarascon. Homme méthodique, rationnel. Arrive sur les lieux 1 heure plus tard. Examine le corps sans émotion visible, mais note tout dans son registre. Corps de Pierre Arnaud, pêcheur. Découvert 8 juin 1474 à l'aube. Blessure grave. Lacération profonde. Membres arrachés. Mort certaine par hémorragie. Cause. À déterminer. Il interroge les témoins. Jean Bello. Vous étiez où hier soir ? Ici, monsieur le bailli. À relever mes filets. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'au coucher du soleil. Vers 20 heures. Avez-vous vu Pierre Arnaud ? Oui. Il était là aussi. On a parlé un moment. Puis je suis rentré. Avez-vous entendu quelque chose pendant la nuit ? Jean hésite. Oui. Vers minuit. J'habite près de la berge. J'ai entendu des bruits étranges. Quel genre de bruit ? Des grondements. Sourds, venant du fleuve. Et des éclaboussures. Massives. Comme si quelque chose de très gros bougeait dans l'eau. Le bailli note tout, puis demande.
Et le cri de Pierre? Jean baisse les yeux. Je l'ai entendu. Un cri terrible. Puis des bruits de lutte. Puis plus rien. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir? Jean rougit de honte. J'avais peur. Je suis resté chez moi. J'ai prié pour Pierre. Le bailli ne juge pas. Note simplement. Témoin a entendu cris et lutte vers minuit. Le bailli ordonne. Personne ne pêche de nuit jusqu'à nouvel ordre. Je poste des gardes sur les berges. On va trouver ce qui a fait ça. Les habitants murmurent déjà. C'est la Tarasque. Le monstre est revenu. Le bailli les entend. Secoue la tête. Il n'y a pas de monstre. C'est probablement un loup. Ou plusieurs. Ou peut-être un sanglier blessé devenu fou. On va enquêter. Rationnellement. Mais au fond de lui, une inquiétude. Ces blessures ne ressemblent vraiment à rien de connu. 13 juin. 5 jours plus tard. Deuxième victime. Marie Donzel. Lavandière de 35 ans. Disparue hier en fin d'après-midi. Lavait du linge au bord du fleuve. Son corps retrouvé ce matin. Même type de blessure. Lacération profonde. Membres arrachés. Mais pire que Pierre. Le corps est à moitié dans l'eau. Comme si quelque chose l'avait traîné. Des marques sur le sol. Longues. Profondes. Larges. Le bailli examine ses traces attentivement. Se met à genoux. Mesure avec ses mains. 30 cm de large. 5 griffes distinctes. Enfoncées de 10 cm dans la terre meuble. Quel animal peut faire ça? Pas un loup. Même un ours n'a pas des pattes si grandes. Il note dans son registre. Traces inhabituelles. Suggère créature de grande taille. Nature inconnue. Un témoin se présente. Jacques Ferrand. Tonnelier de 40 ans. J'ai vu quelque chose hier soir. Le bailli le fait asseoir. Racontez. Jacques tremble. J'étais sur la route qui longe le fleuve. Vers 18 heures. Il faisait encore jour. J'ai vu Marie près de l'eau. Elle lavait du linge. Je lui ai fait un signe. Elle m'a répondu. J'ai continué mon chemin. Puis j'ai entendu un bruit. Un grand splash. Je me suis retourné. J'ai vu. Quoi? Jacques s'hésite. Une chose. Sortant de l'eau. Énorme. Noire. Brillante comme des écailles mouillées. Ça s'est jeté sur Marie. Elle n'a même pas eu le temps de crier. J'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Le bailli écrit rapidement. Décrivez cette chose. Jacques cherche ses mots. Grande. Très grande. Comme deux bœufs mis bout à bout. Longue. Basse sur pattes. Avec une queue. Une grande queue qui fouettait l'eau. Des pattes. Je ne sais pas combien. Beaucoup. 6 peut-être? Et une gueule. Une gueule terrible. Pleine de dents. Le bailli termine ses notes. Ajoute en marge. Témoin probablement en état de choc. Description peu fiable. Exagération probable due à la peur. Mais le bailli est inquiet. 2 morts en 5 jours. Il ordonne des patrouilles renforcées. 10 gardes postés le long du fleuve chaque nuit. Personne ne doit s'approcher de l'eau après le coucher du soleil. Les habitants obéissent, terrifiés. Les rues se vident dès la nuit tombée. L'activité économique ralentit. Les pêcheurs abandonnent leurs filets. Les lavandières refusent d'aller au fleuve. Tarascon est paralysé par la peur. 19 juin. 6 jours après Marie. 3e victime. Et cette fois, c'est pire. Car la victime est un garde. Thomas Bérengère. 28 ans. Solide. Entraîné. Armé. Posté justement pour surveiller les berges. Attaqué en pleine nuit. Son corps découvert à 10 mètres de l'eau. Traîné sur le gravier. Même mutilation. Mais un détail nouveau. Des marques de brûlure sur la peau. Autour des blessures. Comme si la chair avait été exposée à un acide. Le médecin de la ville arrive. Maître Arnoul. 60 ans. Expérimenté. Examine le corps. Secoue la tête. Ces brûlures ne sont pas naturelles. On dirait de la salive corrosive. Certains serpents ont un venin qui ronge la chair. Mais aucun serpent d'Europe n'est assez gros pour tuer un homme adulte ainsi. Le bailli demande. Quelle créature pourrait faire ça?
Le médecin hésite. Je ne sais pas. Rien que je connaisse. Peut-être quelque chose venu d'ailleurs. D'Orient? D'Afrique? Un animal exotique échappé? Le bailli écrit à son supérieur. Le sénéchal de Provence à Aix-en-Provence. Monseigneur, situation grave à Tarascon. 3 personnes tuées en 2 semaines par une créature inconnue. Témoignage concordant. Quelque chose de très gros vit dans le Rhône. Attaque les humains. Demande autorisation d'organiser une battue avec soldats supplémentaires. Besoin aussi d'experts. Chasseurs. Naturalistes. Urgence absolue. Guillaume de Montfaucon. Bailli de Tarascon. Le sénéchal autorise la battue. Envoie 20 soldats. Ordonne aussi. Documentez tout. Si c'est vraiment un animal inconnu, le roi doit savoir. Le bailli organise méthodiquement. Interroge tous les témoins. Recueille les dépositions par écrit. Cherche des preuves matérielles. C'est une enquête criminelle. Pas une chasse aux monstres légendaires. Du moins, c'est ce que le bailli croit. 25 juin 1474. Réponse du sénéchal arrive. Lettre scellée. Autorisation accordée pour la battue. 20 soldats envoyés depuis Aix. Arriveront dans 3 jours. Ordre important. Vous devez documenter tout ce qui se passe. Interrogatoires écrits. Preuves collectées. Rapport détaillé. Si cette créature est vraiment inconnue, le roi Louis XI doit en être informé. Peut-être un phénomène d'importance nationale. Procédez avec rigueur. Le bailli est satisfait. Enfin, des moyens. Il commence immédiatement le travail préparatoire. Convoque tous les témoins. Un par un. Dans la salle du conseil municipal. Interrogatoire formel. Chaque témoin doit raconter exactement ce qu'il a vu. Le bailli note tout, mot par mot. Puis fait signer le témoin. Ou apposer une marque si le témoin est illettré. Au total, 12 témoins affirment avoir vu quelque chose près du fleuve. Les descriptions varient, mais quelques points communs émergent. Taille énorme. Entre 3 et 5 mètres de long selon les estimations. Forme reptilienne. Tous parlent d'écailles. Brillantes. Sombres. Vertes ou noires selon la lumière. Pattes multiples. Les témoins ne sont pas sûrs du nombre. 6 pattes disent certains. 8 peut-être disent d'autres. Queue massive. Longue. Musculeuse. Capable de fouetter l'eau violemment. Gueule terrifiante. Grande. Pleine de dents. Crachant une bave qui brûle. Le bailli compile tout dans un rapport. Note aussi les contradictions. Les incertitudes. Reste scientifique. Écrit. Les témoignages sont cohérents sur les points principaux. Variation de détails explicables par conditions d'observation. Nuit. Peur. Distance. Conclusion provisoire. Un animal de grande taille vit dans le Rhône. Nature exacte inconnue. Hypothèse. Grand crocodile? Impossible normalement en Europe. Mais peut-être remonté de la mer? Reptile inconnu? Espèce non répertoriée? Créature préhistorique ayant survécu? Improbable mais pas impossible. 28 juin. Les soldats arrivent d'Aix. 20 hommes bien entraînés. Équipés d'arbalètes, de piques, de torches. Le bailli organise la première battue. Plan simple. Fouiller systématiquement les berges du Rhône. Sur 5 kilomètres en amont et en aval de Tarascon. Chercher des traces, des repères, des carcasses d'animaux, des indices quelconques. Les hommes se déploient, progressent lentement le long du fleuve, examinent chaque grotte, chaque recoin, chaque anse. Midi. Première découverte. Des carcasses d'animaux. 3 moutons, 2 chèvres, un veau. Tous portent les mêmes marques. Griffures profondes, morsures puissantes, os brisés. Le bailli note. Cette créature ne se nourrit pas uniquement d'humains. Elle chasse aussi le bétail. Probablement depuis longtemps. Les paysans ont dû perdre des animaux sans comprendre pourquoi. Ils pensaient à des loups. Mais c'était ça. 14 heures. Découverte majeure. Une grotte. Semi-submergée dans la falaise calcaire.
entrée partiellement dans l'eau, accessible seulement à marée basse. Le Rhône n'a pas vraiment de marée, mais son niveau varie. Aujourd'hui, l'entrée est à moitié émergée. Une odeur pestilentielle s'en dégage. Mélange de pourriture, de poissons morts, de charognes. Les soldats reculent, couvrent leur nez. Le bailli s'approche, regarde dans l'obscurité de la grotte. Ne voit rien. Trop sombre. Demande des volontaires. 2 hommes avec des torches. On doit vérifier ce qu'il y a dedans. Silence. Les soldats se regardent. Aucun n'est pressé d'entrer là-dedans. Finalement, 2 acceptent. Pierre Gros et Marc Duval. Soldats vétérans. Ont vu pire. Allument des torches. Entrent dans la grotte. Disparaissent dans le noir. 5 minutes d'attente angoissée. Puis les 2 hommes ressortent. Livides, tremblants. Marc vomit immédiatement dans l'eau. Pierre s'assoit. Respire profondément. Le bailli s'approche. Alors ? Pierre lève les yeux. Il y a des ossements là-dedans. Beaucoup. Humains et animaux. Empilés. Certains récents. D'autres anciens. Rongés. Et il y a autre chose. Quoi ? Des œufs. Ou quelque chose comme ça. Gros. Blanc. Visqueux. Au moins 5 ou 6. Et une odeur. Une odeur terrible de mort et de pourriture. Le bailli veut entrer lui-même. Mais Pierre l'arrête. N'y allez pas, monsieur. C'est dangereux. Le sol est glissant. L'eau monte peut-être. Et si la créature revient pendant qu'on est à l'intérieur ? On sera pris au piège. Le bailli réfléchit. Accepte la logique. Ordonne. On scelle l'entrée. Avec des rochers. On reviendra avec plus d'hommes et de meilleurs équipements. Pour l'instant, on empêche la créature de retourner dans son repère. Les soldats commencent à rouler de gros rochers vers l'entrée de la grotte. Travail pénible. Prend 2 heures. Mais finalement, l'entrée est partiellement bloquée. Pas complètement. Impossible sans outils appropriés. Mais suffisamment pour gêner une grosse créature. Le bailli est satisfait. On a trouvé son repère. Maintenant, on sait où elle vit. On peut organiser une embuscade. 16 heures. Le groupe se prépare à rentrer. Soudain, un cri. Là, dans l'eau. Ça bouge. Un soldat en sentinelle pointe vers le fleuve. Tous se précipitent. Regardent. Voient effectivement quelque chose. Sous la surface. Une forme massive. Sombre. Nageant rapidement. Vers l'aval. Impossible d'identifier précisément. Mais l'impression est claire. Quelque chose de très gros. Très long. Glisse dans l'eau comme un serpent géant. Le bailli ordonne. Tirez. Les arbalétriers visent. Déclenchent. 10 carreaux volent. Frappent l'eau. Certains touchent peut-être. Impossible de savoir. La créature plonge. Disparaît complètement. Laisse juste des remous. Le bailli note dans son registre. Observation visuelle de la créature. Environ 4 à 5 mètres de long. Nage rapide. Ressemble à un grand reptile aquatique. A disparu avant identification précise. Retour à Tarascon en soirée. Le bailli rédige un rapport détaillé pour le sénéchal. Monseigneur, nous avons fait des progrès. Découvert un repère contenant des restes humains. Des œufs possibles suggérant reproduction. Observation visuelle de la créature elle-même. Les témoignages sont confirmés. Quelque chose de très gros et dangereux vit dans le Rhône. Je demande autorisation pour organiser une chasse de plus grande envergure. 50 soldats minimum, avec armes lourdes. Cette créature ne sera pas facile à tuer. 3 juillet. Réponse du sénéchal arrive. Envoie effectivement 50 soldats supplémentaires. Mais aussi, un ordre surprenant. L'évêque d'Avignon a été informé de la situation. Il demande que l'Église soit impliquée. Un prêtre exorciste arrive à Tarascon dans 3 jours. Préparez-vous à coopérer avec lui. Le bailli fronce les sourcils. Un exorciste ? Pourquoi faire ? C'est un animal, pas un démon. Mais il ne peut refuser. L'Église a autorité en matière de créatures potentiellement surnaturelles, même si le bailli n'y croit pas. 8 juillet 1474. Grande battue organisée. 100 hommes encerclent la zone.
Canon positionné. L'idée. Forcer la créature à sortir. La tuer avec un barrage de carreaux. Mais la créature ne suit pas le plan. Elle sort ailleurs. Attaque par surprise. Et pour la première fois, elle est vue clairement. Par 100 témoins. En plein jour. Impossible de nier son existence maintenant. 6 juillet 1474. Arrivée du père Mathieu Salvat. Dominicain. 45 ans. Visage ascétique. Regard perçant. Expérimenté en démonologie. A participé à plusieurs exorcismes. Chasses aux sorcières. Homme intelligent mais dogmatique. Convaincu que le monde spirituel est plus réel que le monde matériel. Le bailli le reçoit poliment. Lui présente toute l'enquête. Rapport, témoignages, preuves matérielles. Le père Mathieu lit attentivement. Pendant 2 heures. Le bailli attend. Nerveux. Finalement, le prêtre lève les yeux. C'est clairement un démon incarné. Probablement envoyé pour punir les péchés de cette ville. Une manifestation physique d'une entité infernale. Le bailli objecte poliment. Mon père, avec respect, nous avons trouvé un repère physique. Des restes de proie. Des œufs. Cette créature mange, dort, se reproduit peut-être. Ce sont des caractéristiques d'un animal, pas d'un esprit. Le père Mathieu se raidit. Vous remettez en question le jugement de l'Église? Les démons peuvent prendre des formes physiques. Manger, boire, même se reproduire. C'est écrit dans les textes sacrés. Votre approche purement matérielle est naïve. Dangereuse même. Le bailli sent la tension monter. Propose un compromis. Mon père, utilisons les 2 approches. Chasse militaire, rituel religieux. Nous maximisons ainsi nos chances. Le père Mathieu accepte à contre-cœur. Très bien. Mais mes méthodes doivent être respectées. 8 juillet. Grande battue organisée. 100 hommes cette fois. Soldats d'Aix, gardes locaux, volontaires de Tarascon. Même quelques prêtres avec le père Mathieu. Plan élaboré. Les hommes forment un large cercle autour de la zone du repère. 2 petits canons sont positionnés sur la berge. Canon portable. Coulevrine. Vise l'entrée de la grotte qu'on a partiellement scellée. L'idée. Bombarder la grotte. Faire s'effondrer des rochers. Forcer la créature à sortir. Puis la cribler de carreaux d'arbalète. Le père Mathieu insiste pour bénir toutes les armes. Le fer béni peut blesser un démon là où le fer ordinaire échoue. Il passe 1 heure à asperger d'eau bénite les carreaux, les pics, les canons. Les soldats se moquent discrètement, mais ne disent rien. Si ça peut t'aider. Le bailli organise les positions. Arbalétriers sur les hauteurs, piquiers en première ligne, canons au centre, prêtres en arrière pour les prières. 10 heures. La battue commence. Les hommes se déploient, battent les buissons, crient, font du bruit, essaient d'effrayer la créature. Rien ne se passe pendant 1 heure. Le soleil tape fort, les hommes transpirent, s'impatientent. Certains pensent, et si la créature n'est pas là? Si elle a quitté la zone? 11h30. Le bailli ordonne. Tirez les canons. Peut-être que le bruit la fera sortir. Les 2 canons tirent. Boum! Boum! Le bruit est assourdissant. Les boulets frappent la falaise près de la grotte. Explosion de rochers. Poussière. Débris. L'entrée s'effondre partiellement. Attente. Rien. Nouveau tir. Boum! Cette fois, un rugissement répond. Un son jamais entendu auparavant. Mélange de rugissement de lion et de sifflement de serpent. Puissant. Terrifiant. Tous se figent. Le son vient du fleuve, mais pas de la grotte. D'ailleurs, en aval. La créature émerge, 100 mètres en aval, pas à l'endroit attendu. Elle sort de l'eau lentement, majestueusement presque. Pour la première fois, elle est vue clairement, en plein jour, par 100 témoins. Impossible de nier, impossible d'exagérer. C'est là, devant eux, réel, tangible, terrifiant. Le bailli, malgré sa peur, note mentalement tous les détails. Pour son rapport. Longueur,
Environ 4 mètres, peut-être un peu plus. Corps, reptilien, massif, couvert d'écailles vert noir, brillantes au soleil, épaisses, chevauchantes comme une armure. Pattes, 6. Oui, vraiment 6. 3 paires. Courtes mais robustes, avec des griffes énormes, recourbées, chaque griffe longue comme un poignard. Queue, très longue, 1/3 de la longueur totale. Musculeuse, balance lentement de gauche à droite. Tête, massive, triangulaire, aplatie, mâchoire puissante. Même fermée, on voit les dents dépassées. Recourbée, comme des crocs de sanglier. Yeux, jaunes. À pupille verticale, comme un serpent ou un crocodile. La créature regarde les hommes, semble évaluer la situation. Les soldats sont pétrifiés. Certains reculent instinctivement. Le père Mathieu rompt le silence, brandit sa croix, crie. Au nom de Dieu Tout-Puissant, retourne en enfer, démon. Asperge la créature d'eau bénite. De loin. L'eau retombe sans l'atteindre vraiment. La créature tourne la tête vers le prêtre, rugit à nouveau. Ce son, plus fort encore, fait vibrer l'air. Plusieurs soldats lâchent leurs armes, commencent à fuir. Le bailli crie. Tenez vos positions. Arbalétriers. Tirez. Une vingtaine d'hommes obéissent. Lèvent leurs arbalètes. Visent. Déclenchent. 20 carreaux volent vers la créature. La plupart frappent les écailles. Rebondissent. Tombent au sol. Inefficaces. Quelques-uns trouvent des zones plus vulnérables. Entre les écailles. Sous le ventre. Pénètrent légèrement. La créature ne semble pas vraiment blessée. Juste irritée. Elle charge. Vitesse surprenante pour sa taille. Galope vers le groupe le plus proche. Une dizaine de soldats sur la berge. Ils n'ont pas le temps de recharger. Tentent de fuir. Trop tard. La créature arrive sur eux. D'un coup de queue, elle fauche 3 hommes. Ils s'écrasent au sol. Assommés, ou pire. La créature attrape un 4e homme dans sa gueule. Le secoue violemment, comme un chien avec un lapin. L'homme hurle, puis s'arrête. La créature le lâche. Corps inerte, se retourne vers les autres. Panique générale. Les soldats fuient dans toutes les directions. Oublient la formation. Oublient les ordres. Ne pensent qu'à sauver leur peau. Seul le bailli et une dizaine de vétérans tiennent leur position. Continuent de tirer. Crier. Essayer de ralentir la bête. Le père Mathieu ne fuit pas non plus. Reste debout. Croix levée. Continue ses prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La créature avance vers le prêtre, intriguée peut-être par sa voix, ou par son immobilité. Le bailli crie. Tirez! Protégez le père! Nouvelle volée de carreaux. Cette fois, un carreau chanceux touche l'œil gauche de la créature. Elle rugit de douleur, secoue la tête violemment. Le carreau se décroche, tombe. Mais l'œil saigne. La créature recule, confuse, blessée pour la première fois. Plonge dans le Rhône, disparaît sous la surface, laisse juste des remous rougeâtres, du sang. Silence. Personne ne bouge pendant 1 minute. Puis le bailli ordonne. Repli. Ramassez les blessés. On rentre à Tarascon. Les hommes obéissent, soulagés de partir. 5 blessés, dont 3 gravement. Le coup de queue a brisé des os. Un mort. L'homme attrapé par la gueule. Son corps est récupéré. Ramené pour l'enterrement. Le bailli note mentalement. Premier affrontement direct. Résultat. Échec. Un mort. 5 blessés. Créature blessée mais vivante. Nos armes sont largement inefficaces. Les écailles sont trop épaisses. Il faut trouver une autre méthode. 18 juillet. 2e grande battue. Avec une stratégie différente. Canon positionné pour bombarder la grotte. Forcer la créature à sortir, puis la cribler. Mais encore une fois, la bête ne suit pas le plan. Sort ailleurs. Par derrière. Attaque les soldats par surprise. Cette fois, c'est pire. 6 morts. 15 blessés. La créature est enragée. Probablement blessée.
devient encore plus dangereuse. 18 juillet 1474. 10 jours après le premier affrontement, le bailli a reçu des renforts, 30 soldats professionnels de Marseille, avec des arbalètes lourdes, plus puissantes, capables de percer des armures, peut-être capables de percer les écailles. Aussi un maître d'armes, expert en chasse aux grands fauves, a tué des lions en Afrique, des ours en montagne. Homme expérimenté, courageux, vient conseiller sur la meilleure méthode. Le maître d'armes s'appelle Bertrand de Maine. 50 ans, cicatrices partout, visage dur, examine les rapports du bailli, écoute les descriptions, hoche la tête. Je connais ce type de bête. Pas exactement celle-ci, mais des créatures similaires. En Afrique, des crocodiles géants, ou en Orient, des varans énormes. La clé, c'est le ventre. Les écailles du dos sont impénétrables, mais le ventre est plus vulnérable. Il faut la renverser, ou l'attaquer par en dessous. Nouvelle stratégie élaborée. Les canons bombardent la grotte comme prévu. Mais cette fois, des groupes sont positionnés sur tous les côtés. Pas seulement face à la grotte. Si la créature sort ailleurs, on sera prêt. Le maître d'armes se place avec un groupe d'élite, portant des lances lourdes, pour viser le ventre. Le père Mathieu organise une procession de prière le matin, pour bénir l'entreprise, demander la protection divine. 14 heures. La battue commence. Les canons tirent. Boum, boum. Encore et encore. La falaise s'effondre partiellement. L'entrée de la grotte est maintenant complètement bloquée. Si la créature était dedans, elle est piégée. Mais après 10 tirs, rien ne se passe. Pas de rugissement, pas de mouvement. Le bailli commence à penser. Et si elle n'est pas là? Si elle a quitté ce repère? Soudain, des cris. En aval, elle sort en aval. 100 mètres plus loin, derrière le groupe principal. La créature émerge. Furieuse. Les tirs de canon l'ont peut-être blessée, ou simplement énervée. Elle charge immédiatement, se jette dans le groupe de soldats près des canons. Ceux-ci sont pris complètement au dépourvu, tournés vers la grotte, dos à la créature. N'ont pas le temps de se retourner. La créature massacre. C'est le seul mot. Massacre. Coup de queue qui envoie 3 hommes voler. Coup de griffe qui éventre un 4e. Morsure qui brise le cou d'un 5e. En 30 secondes, 5 hommes sont au sol, morts ou mourants. Les autres tentent de fuir, de reformer une ligne, d'utiliser leurs armes. Mais la panique domine. Certains abandonnent tout, courent vers la ville. D'autres essaient de combattre, tirent des carreaux au hasard. La plupart manquent. Le maître d'armes voit la scène, crie à son groupe. « Avec moi !» Il court vers la créature. Lances en avant. Bertrand crie. « Visez le ventre !» Quand elle se dresse. Attendez le bon moment. La créature, occupée à poursuivre des soldats en fuite, ne les voit pas approcher. Bertrand arrive à 10 mètres. La créature se tourne, le voit, se dresse légèrement sur ses pattes arrière, pour paraître plus grande, plus menaçante. C'est le moment. Bertrand lance sa lance de toutes ses forces, vise le ventre exposé. La lance vole, frappe, s'enfonce profondément. La créature rugit, de douleur cette fois, vraie douleur, sang qui coule le long de la lance. Bertrand sourit. On l'a touché, continuez. Mais la créature réagit, plus rapide qu'il ne pensait. Se retourne. La queue fouette l'air. Frappe Bertrand en plein torse. Le bruit des côtes qui se brisent. Bertrand est projeté à 15 mètres. S'écrase contre un rocher. Ne bouge plus. Mort instantanément. Les autres soldats de son groupe hésitent. Leur chef vient de mourir devant eux. La créature avance vers eux. Bave qui coule de sa gueule. Cette bave qui brûle. Tombe sur le sol. L'herbe fume. 3 soldats reçoivent des éclaboussures. Hurlent. Se roulent par terre. Essaient d'essuyer le liquide. Mais ça brûle comme du feu. Leur peau rougit. Se boursoufle.
C'est de l'acide, crie quelqu'un. Elle crache de l'acide. Le bailli comprend. Ils ne peuvent pas gagner. Pas comme ça. Ordonne. Retraite générale. Repliez-vous sur la ville. Sauvez qui vous pouvez. Les soldats ne se font pas prier. Fuient en désordre. Abandonnent armes et équipements. Un canon est renversé dans la panique. Des arbalètes jetées. Des pics laissés plantés dans le sol. La créature ne poursuit pas longtemps. Reste sur place. Tourne en rond. La lance toujours plantée dans son ventre. Essaie de l'arracher avec ses pattes. N'y arrive pas. Finalement, retourne dans le Rhône, traînant la lance derrière elle. Bilan à Tarascon en fin de journée. 6 morts, dont le maître d'armes. 15 blessés, dont 5 avec des brûlures graves par la bave. Matériel perdu. Un canon. 20 arbalètes. Des dizaines de carreaux. Des lances. Morale effondrée. Les soldats refusent de retourner. Certains désertent pendant la nuit. Partent vers Aix ou Marseille. Ne veulent plus affronter ce monstre. Le bailli est désespéré. Écrit au sénéchal. Monseigneur, nos méthodes militaires échouent. Cette créature est trop puissante, trop résistante. Je ne peux sacrifier plus d'hommes. Demande instruction. Le père Mathieu, lui, jubile presque. Vous voyez, les méthodes humaines sont insuffisantes. Seule la foi peut vaincre ce démon. Le bailli, épuisé, demande. Que proposez-vous? Le père Mathieu explique son plan. Comme Sainte Marthe il y a 1000 ans. Une jeune fille vierge, pure, portera la croix sainte vers la bête. Le démon ne pourra résister à la pureté. Il sera dompté. Le bailli est horrifié. Vous voulez envoyer une jeune fille sans défense? C'est de la folie, de l'assassinat. Le père Mathieu reste calme. C'est la foi, monsieur le bailli. Si elle est vraiment pure, Dieu la protégera. Aucun mal ne peut l'atteindre. Débat houleux. Le bailli refuse catégoriquement. Mais le père Mathieu a maintenant l'autorité. Les échecs militaires ont discrédité l'approche rationnelle. L'Église reprend le contrôle. Le sénéchal, informé par lettre express, autorise à contre-cœur. Si le père Mathieu pense que c'est la solution, qu'il en soit ainsi. Mais documentez tout. Si ça échoue, nous devrons expliquer au roi. 19 juillet. Recherche d'une volontaire. Le père Mathieu demande aux familles pieuses. Qui a une fille vierge prête à servir Dieu? Les parents ont peur. Mais une jeune fille se présente elle-même. Agnès Roux. 17 ans. Très pieuse. Le 20 juillet, elle marche seule vers le fleuve, portant une croix. La créature sort. Tout le monde retient son souffle. Et alors? Miracle. Ou autre chose? 19 juillet 1474. Le père Mathieu convoque les familles nobles et pieuses de Tarascon. Dans l'église. Sermon solennel. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous teste, nous envoie cette épreuve pour renforcer notre foi. Mais il nous offre aussi la solution. Comme Sainte Marthe a dompté la Tarasque il y a 1000 ans. Par sa pureté, par sa foi. Nous avons besoin d'une jeune fille, vierge, pure de cœur. Qui acceptera de porter la croix sainte vers le démon? Qui est prête? Silence dans l'église. Les parents se regardent. Tous ont des filles. Mais les envoyer vers ce monstre? Impossible. Certains baissent les yeux. D'autres serrent leurs filles contre eux. Le père Mathieu attend. Insiste. Dieu vous voit. Il sait qui a la foi. Qui est prêt à servir? Encore le silence. Puis un mouvement. Au fond de l'église. Une jeune fille se lève. Je le ferai, mon père. Tout le monde se retourne. C'est Agnès Roux. 17 ans. Fille d'un marchand prospère. Famille connue. Agnès est réputée pour sa piété. Passe ses journées à prier. Voulait entrer au couvent. Sa mère essaie de la retenir. Agnès, non, c'est trop dangereux. Mais Agnès se dégage doucement. Marche vers le père Mathieu. S'agenouille. Mon père, si c'est la volonté de Dieu, je suis prête.
Si je dois mourir, j'accepte. Mais si je peux sauver Tarascon, je dois essayer. Le père Mathieu la bénit. Lève les mains vers elle. Tu es une vraie servante de Dieu, mon enfant. Ta foi sera récompensée. Le bailli, présent dans l'église, se lève. Mademoiselle, vous ne comprenez pas. Cette créature a tué 12 personnes. Massacré des soldats entraînés. Elle ne distingue pas la pureté de l'impureté. Elle tue. C'est tout ce qu'elle fait. Agnès le regarde calmement. Monsieur le bailli, si Dieu me veut, il me protégera. Si c'est mon heure, j'accepte. Nous mourrons tous un jour. Autant que ce soit pour quelque chose d'important. Le bailli tente encore. Laissez-moi au moins poster des arbalétriers. S'ils voient que la créature attaque, ils tireront. Agnès hésite, puis accepte. D'accord. Mais ils ne doivent tirer que si je suis en danger immédiat. Le père Mathieu s'interpose. Non. Aucune arme. Aucune violence. La foi seule doit triompher. Agnès intervient. Mon père, monsieur le bailli a raison. Si je meurs et que la créature vit, elle tuera d'autres personnes. Les arbalétriers peuvent rester. Mais en arrière. Le père Mathieu cède à contre-cœur. 20 juillet. Journée de préparation. Agnès est habillée de blanc. Symbole de pureté. Robe simple mais immaculée. On lui donne la croix sainte. Celle contenant un fragment de la vraie croix. Amenée d'Avignon spécialement. Lourde. En bois et métal. Agnès la porte sans difficulté. Le père Mathieu passe la matinée à la bénir. À prier avec elle. À la préparer spirituellement. Agnès reste calme. Sereine même. Comme si elle avait accepté complètement son destin. 15 heures. Procession depuis l'église jusqu'aux portes de la ville. Tout Tarascon suit. Plus de 1000 personnes. Parents qui pleurent. Enfants qui regardent avec de grands yeux. Hommes qui murmurent des prières. Agnès marche en tête. Seule. Tenant la croix devant elle. Le père Mathieu marche derrière. Chantant des hymnes. La foule répond. Atmosphère solennelle. Presque funéraire. Arrivée aux portes. Agnès doit continuer seule. Le père Mathieu la bénit une dernière fois. Va, mon enfant. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Agnès acquiesce. Franchit les portes. Marche vers le fleuve. Seule. Une silhouette blanche dans le paysage brun et vert. Les habitants regardent depuis les remparts. 1000 pères Dieu fixés sur elle. Le bailli a posté des arbalétriers sur les hauteurs. 20 hommes. Avec ordre. Tirer seulement si elle est attaquée. Pas avant. Agnès marche pendant 10 minutes. Arrive au bord du Rhône. S'agenouille. Plante la croix dans le sol devant elle. Commence à prier à voix haute. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Sa voix porte dans le silence. Tout le monde écoute. Personne ne bouge. 10 minutes passent. Rien. 20 minutes. Toujours rien. Le père Mathieu commence à transpirer. Et si la créature ne vient pas? Et si elle a quitté la zone? Puis, mouvement dans l'eau. À 50 mètres d'Agnès. La surface se ride. Des bulles. Quelque chose remonte. La créature émerge. Lentement. Tête d'abord. Puis le corps. Sort complètement de l'eau. Se tient immobile. Regarde Agnès. Tout le monde retient son souffle. Les arbalétriers visent mais n'osent pas tirer. Peur de toucher Agnès. La créature avance. Pas à pas. Lentement. Prudemment presque. Arrive à 20 mètres. 10 mètres. 5 mètres. S'arrête. Agnès n'a pas bougé. Continue de prier. Les yeux fermés maintenant. Ne voit même pas la créature. Ou peut-être refuse de la voir. Sa voix ne tremble pas. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La créature s'assoit. Sur ses pattes arrière. Comme un chien. Tête penchée. Regarde Agnès. Semble écouter sa voix. Sur les remparts, des murmures. C'est un miracle. Elle la dompte.
Le père Mathieu tombe à genoux. Crie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foule répète. Gloire à Dieu. Le bailli observe. Perplexe. La créature semble vraiment calmée. Mais pourquoi? La prière? Ou autre chose? Agnès ouvre les yeux. Voit la créature devant elle. 3 mètres seulement. Pourrait la tuer d'un coup de griffe. Mais ne bouge pas. Agnès se lève lentement. Avance d'un pas. La créature ne recule pas. Agnès tend la main. Touche la tête de la bête. La créature ferme les yeux. Ne bouge toujours pas. Agnès murmure. Tu n'es pas mauvaise. Tu as juste peur. Viens. On va te ramener à l'eau. Elle commence à marcher vers la ville. La créature la suit. Docile. Comme un chien suivant son maître. Incroyable. Impossible. Mais réel. 100 témoins le voient. Agnès et la créature marchent côte à côte, traversent les champs, approchent des portes de Tarascon. La foule explose. Des cris de joie, des prières, des larmes. Le père Mathieu descend des remparts, court vers Agnès. Amenez-la sur la place de l'église, nous allons célébrer ce miracle. Le bailli hésite. C'est dangereux, trop de monde. Mais le père Mathieu insiste. C'est un moment historique, tout le monde doit voir. Procession vers la place principale. Agnès en tête. La créature qui suit. Foule énorme. 2000 personnes. Tout Tarascon est là. Mélange de peur et d'émerveillement. Les gens reculent quand la créature passe. Mais elle reste calme. Suit Agnès. Arrivé sur la place. Le père Mathieu commence un sermon. Frères et sœurs, vous êtes témoins d'un miracle. Mais alors? Incident. Un idiot dans la foule. Ivre probablement. Lance une pierre. Touche la créature à la tête. Pas fort. Mais suffisant. La créature sursaute, rugit, regarde autour d'elle, voit la foule, des centaines de visages. Trop de bruit, trop de mouvement. Panique. Charge. La créature paniquée charge dans la foule. Blesse plusieurs personnes. Les arbalétriers tirent. La tuent sur la place de Tarascon. Agnès pleure. Elle n'était pas mauvaise. Juste effrayée. Mais personne n'écoute. Le père Mathieu transforme déjà l'événement en miracle. Et ordonne. Brûlez le cadavre. Ne gardez rien. Les preuves physiques doivent disparaître. Mais le bailli agit en secret. 20 juillet 1474. 16 heures. Place de l'église de Tarascon. La créature charge dans la foule paniquée. Renverse 5 personnes. En mord une à la jambe. Le bailli, qui avait prévu ce scénario, a gardé 20 arbalétriers en position. Crie. Tirez. Maintenant. Les soldats obéissent. 20 carreaux volent simultanément. À bout portant. Cette distance. Impossible de manquer. Plusieurs touchent les zones vulnérables. Yeux, gorge, ventre où la lance est encore plantée. La créature vacille. Rugit une dernière fois. Tente de retourner vers le fleuve. Fait 3 pas. S'effondre. Convulse pendant quelques secondes. Puis s'immobilise. Morte. Silence de mort sur la place. Personne n'ose bouger. Tous regardent le cadavre. Énorme. Terrifiant même mort. Agnès court vers la créature. S'agenouille près d'elle. Pleure. Elle n'était pas mauvaise. Elle a juste eu peur. Vous l'avez tuée. On aurait pu la ramener au fleuve. Le bailli s'approche. Pose doucement la main sur l'épaule d'Agnès. Mademoiselle, elle avait déjà tué 12 personnes. Elle était trop dangereuse. Le père Mathieu arrive. Jubilant. Dieu soit loué. Le démon est vaincu. Par la foi d'abord. Par les armes ensuite. C'est un double miracle. Il lève les bras vers le ciel. Frères et sœurs, remerciez le Seigneur. La foule, encore sous le choc, commence à prier mécaniquement. Le père Mathieu organise immédiatement une action de grâce. Mais le bailli, lui, s'approche du cadavre. Le voit de près pour la première fois. Note mentalement tous les détails. Pour son rapport. Examine attentivement. Découvre des choses troublantes.
La créature porte des cicatrices anciennes. Sur le dos, les flancs. Certaines ressemblent à des coups de fouet, d'autres à des blessures de harpon, comme si la créature avait été capturée, torturée, avant d'arriver ici, sous les écailles du ventre. Des marques circulaires, comme si des chaînes avaient frotté, longuement, créant des zones d'usure. Cette créature a été prisonnière. Puis relâchée? Ou échappée? Le bailli note tout dans son registre, mais garde ses observations pour lui. Pour l'instant. Le père Mathieu s'approche. Que faites-vous? Le bailli referme son registre. Je consigne les faits. Pour le rapport au sénéchal. Le père Mathieu fronce les sourcils. Faites attention à ce que vous écrivez. Cette créature était un démon. Vaincu par la foi. C'est tout ce que le rapport doit dire. Le bailli acquiesce poliment. Bien sûr, mon père. Mais pense. Je noterai la vérité, même si elle doit rester cachée. 21 juillet. Le père Mathieu convoque le bailli. J'ai reçu des instructions de l'évêque d'Avignon. Le cadavre doit être détruit. Immédiatement. Le bailli proteste. Mon père, c'est une découverte importante. Aucun naturaliste n'a jamais vu une telle créature. Laissez-moi au moins la faire examiner. Prendre des mesures. Des dessins. Le père Mathieu est catégorique. Non. C'est un démon incarné. Garder son corps serait dangereux. Ses restes pourraient corrompre. Attirer d'autres démons. Il sera brûlé demain. C'est un ordre. Le bailli comprend qu'il ne peut s'opposer ouvertement. Mais cette nuit-là, agite en secret. Va voir le cadavre. Gardé dans un hangar près de l'église. 2 gardes à l'entrée. Le bailli leur ordonne. Allez boire quelque chose. Je monte la garde 1 heure. Les gardes, qui le respectent, obéissent. Le bailli entre seul. Apporte avec lui maître Jean Dupuis. Artiste local. Dessinateur talentueux. Il travaille à la lumière de torches. Rapidement. Méthodiquement. Jean dessine la créature sous tous les angles. Vue de profil. Vue de dessus. Vue de face. Détail de la tête. Des pattes. De la queue. Le bailli mesure avec des cordes. Longueur totale. 4 mètres 20 cm. Largeur maximale. 1 mètre 10. Hauteur au garrot. 70 cm. Poids estimé. Impossible de peser précisément. Mais plus de 500 kg certainement. Il compte aussi. 6 pattes. 4 griffes par patte. 68 dents visibles. Le bailli prélève aussi quelques écailles. Tombées naturellement. Les cache dans une boîte de plomb. Pour les préserver. Jean termine ses dessins. 7 au total. Très détaillés. Très précis. Le bailli les roule soigneusement. Les cache dans son manteau. Murmure. Ces preuves doivent survivre. Un jour, quelqu'un voudra connaître la vérité. Jean acquiesce. Je garde aussi des copies. Pour ma famille. Au cas où. Il quitte le hangar avant le retour des gardes. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé cette nuit. 22 juillet. Matin. Grande cérémonie publique. Le cadavre est traîné sur la place. Un énorme bûcher a été préparé. Le père Mathieu officie. Bénit le feu. Que cette créature démoniaque retourne aux enfers d'où elle vient. Que ses cendres soient dispersées. Que son nom soit oublié. Le bûcher est allumé. Flamme qui monte haut. Le feu brûle pendant 12 heures. Nourri constamment de bois. Ne reste finalement que des cendres et quelques os calcinés. Ces restes sont ramassés, mis dans des sacs, portés au fleuve, jetés dans le Rhône. Que l'eau emporte le mal. Toutes les preuves physiques disparaissent officiellement, sauf celles cachées par le bailli et Jean Dupuis. Les écailles dans la boîte de plomb, les dessins roulés, les notes détaillées, tout caché dans une malle que le bailli scelle, range dans ses archives personnelles. Pour l'avenir. Début août 1474. Campagne de normalisation commence. L'évêque d'Avignon envoie des prédicateurs dans toute la Provence. Raconter le miracle de Tarascon.
Une jeune vierge a dompté un démon par sa foi. Prouvé la puissance de Dieu. L'histoire se répand rapidement, mais change à chaque récit, s'embellisse, se déforme. La créature devient de plus en plus monstrueuse. Certains prédicateurs ajoutent des ailes, des cornes, du feu crachant de la gueule. Chaque version plus fantastique que la précédente. Agnès devient une sainte en devenir. On raconte qu'elle a marché vers la bête sans peur, que les flammes de l'enfer ne l'ont pas brûlée, que sa foi pure a fait reculer Satan lui-même. La vérité. Créature probablement exotique, effrayée, tuée par des soldats, disparaît complètement, remplacée par la légende. Démon vaincu par une sainte. Le bailli observe ce processus avec amertume. Note dans son journal personnel. Je vois l'histoire se transformer sous mes yeux. Les faits deviennent fables. Dans 10 ans, personne ne se souviendra de la vérité. 15 août. Le bailli fait une découverte troublante. En enquêtant discrètement, trouve un vieux pêcheur. Marcel Blanc. 80 ans. Mémoire excellente. Il y a 5 ans, j'ai vu un navire étrange, remontant le Rhône, venant du sud. Il transportait des cages, grandes, couvertes de toile. J'ai entendu des bruits bizarres, grognements, sifflements. J'ai demandé à l'équipage. Ils ont ri. Des bêtes pour le roi, pour ses jardins exotiques. Le bailli note tout. Une hypothèse germe. Et si cette créature venait d'ailleurs? Capturée en Afrique ou en Orient? Transportée pour être exhibée? Puis échappée? Il cherche d'autres traces. Trouve des registres portuaires à Arles. Mention d'un navire vénitien en 1469, 5 ans avant les attaques. Transport d'animaux exotiques pour le duc de Savoie. Escale à Arles pour réparer une voile. Départ vers Lyon. Le bailli écrit au duc. Votre grâce, enquête au sujet d'animaux transportés en 1469. Avez-vous reçu une livraison? Y a-t-il eu des pertes? Pas de réponse. Ou peut-être la lettre est interceptée. Le bailli ne saura jamais. Septembre. Pression sur le bailli. Le sénéchal le convoque à Aix. On me dit que vous continuez à enquêter. Pourquoi? L'affaire est close. Le bailli explique. Je cherche la vérité. À comprendre ce qui s'est passé. Le sénéchal soupire. La vérité? La vérité est ce que l'Église dit qu'elle est. Un miracle. Une sainte. Un démon vaincu. Votre version. Animal exotique échappé. Ne colle pas avec le récit officiel. Arrêtez cette enquête. Ou je vous remplace. Le bailli comprend qu'il ne peut gagner. Accepte, mais garde tous ses documents secrets. 25 ans passent. L'histoire devient légende. Enseignée dans les écoles. Peinte dans les églises. Racontée aux enfants. La Tarasque. Dragon démoniaque. Vaincu par Sainte Marthe. Confusion entre Agnès et l'ancienne sainte. Plus personne ne se souvient des faits réels. Le bailli meurt en 1489, emportant ses secrets. Mais ses documents survivent. Cachés. Attendant. 1475 à 1500. 25 ans après les événements. La génération qui a vécu les faits commence à disparaître. Les témoins meurent un par un. Leurs souvenirs avec eux. L'histoire se transforme. Devient légende. Puis mythe. Le processus est graduel, mais inexorable. D'abord, les prédicateurs embellissent. Ajoutent des détails. Puis les artistes peignent. Avec imagination. Puis les écrivains écrivent. Avec créativité. 1480. Première fresque dans l'église de Tarascon. Commandée par l'évêque. Montre Sainte Marthe domptant un dragon. Mais ce dragon ne ressemble plus du tout à la créature réelle. Il a des ailes. Immenses. De chauve-souris. Des cornes sur la tête. 3 paires. Une queue terminée par une pointe acérée. Et il crache du feu. Des flammes sortent de sa gueule. L'artiste n'a jamais vu la bête. Travaille d'après les descriptions exagérées.
son imagination, les conventions artistiques sur les dragons. 1485. Première fête de la Tarasque. Célébration annuelle inventée par l'Église. Pour commémorer le miracle, on construit une effigie du dragon, grande, en osier tressé et tissu peint, portée dans les rues par des hommes cachés dessous. Parade joyeuse. Une jeune fille habillée en blanc joue Sainte Marthe, marche devant l'effigie, la dompte symboliquement. Puis on brûle l'effigie sur la place, simulacre de la destruction du démon. Cette fête devient annuelle, existe encore aujourd'hui. Patrimoine UNESCO même. 1489. Guillaume de Montfaucon meurt. Le bailli qui a enquêté. Qui a documenté? Qui a caché les preuves? Sur son lit de mort. Parle à son fils aîné. Pierre, j'ai une malle scellée dans mon bureau. Ne l'ouvre jamais. Mais ne la détruis pas non plus. Garde-la pour tes enfants. Et leurs enfants. Un jour, quelqu'un voudra connaître la vérité. Pierre promet. Garde la malle. Sans l'ouvrir. Par respect filial. 1495. Marcel Blanc meurt, le vieux pêcheur qui avait vu le navire vénitien. Avec lui disparaît un témoignage crucial. Personne d'autre ne se souvient de ce navire, de ces cages mystérieuses, de ces bruits étranges. 1498. Jacques Ferrand meurt, le tonnelier qui avait vu la créature attaquer Marie. Un des rares témoins directs encore vivants. Sa mort laisse encore moins de gens pour contredire la légende. 1482. Première version écrite de la légende. Par un moine chroniqueur, frère Antoine Mercier. Vita Sanctae Martae et Historia Tarascae. Vie de Sainte Marthe et Histoire de la Tarasque. Texte en latin. Destiné aux érudits. Version complètement christianisée. La créature y est décrite comme un dragon démoniaque, envoyé par Satan pour punir les péchés de Tarascon. Sainte Marthe. Amalgame entre l'ancienne sainte et Agnès. Arrive miraculeusement. Dompte le dragon par ses prières. Le dragon devient doux comme un agneau. Mais les villageois le tuent quand même. Pris de panique. Aucune mention dans ce texte des faits réels. Pas de bailli enquêtant méthodiquement. Pas de battues militaires ratées. Pas de soldats tués. Pas d'écailles prélevées. Pas d'hypothèse sur un animal exotique. Juste. Sainte plus prière plus miracle égale dragon vaincu. Cette version devient la référence. Copiée dans d'autres chroniques. Traduite en plusieurs langues. Diffusée dans toute l'Europe. Les moines copistes reproduisent le texte. Sans questionner. Sans vérifier. La légende se fige. 1500. La génération des témoins a complètement disparu. Agnès Roux toujours vivante. Au couvent. Devenue sœur Agnès. Mais elle garde le silence. A prononcé des vœux de silence, justement. Ne parle presque jamais. Même si elle voulait rectifier l'histoire. Personne ne l'écouterait. La légende est trop bien établie. Trop utile pour l'Église. Trop populaire auprès du peuple. Les rares qui osent dire. Mais ce n'était pas comme ça. Sont ignorés. Vous ne vous souvenez pas bien. C'était il y a 25 ans. La mémoire joue des tours. La version officielle est la bonne. 1520. Un événement intéressant. Un naturaliste italien visite Tarascon. Leonardo Gaspari. Collectionne des curiosités naturelles pour les cabinets de princes. Entend parler de la Tarasque. Est fasciné. Demande. Y a-t-il des restes, des os, des écailles, quelque chose à étudier? Réponse du curé. Non, tout a été brûlé, pour empêcher la corruption démoniaque. Gaspari est déçu. Dommage. J'aurais aimé examiner cette créature. D'après les descriptions que j'entends. Ça ressemble à un grand varan. Peut-être de Komodo? Ou d'Afrique? Le curé s'offusque. C'était un démon. Pas un lézard. Gaspari n'insiste pas. Trop dangereux de contredire l'Église. Mais note dans son journal de voyage.
Les gens préfèrent les miracles aux explications naturelles. Dommage. Beaucoup de légendes ont probablement des origines réelles. Mais personne ne cherche. 1524. Agnès meurt. Sœur Agnès. 67 ans. A vécu 50 ans au couvent. Sur son lit de mort. Parle à sa prieure. Ma mère. Je dois vous dire. La créature n'était pas un démon. C'était un animal. Blessé, effrayé. Quand je l'ai touchée, elle tremblait. Elle voulait juste retourner à l'eau. La prieure. Troublée. Vous êtes sûr? La fièvre ne vous fait pas délirer? Agnès. Non. Je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai senti. Mais ne le dites à personne. L'Église a besoin de cette légende. Les gens ont besoin d'y croire. La prieure promet le secret. N'en parle à personne. La confession meurt avec Agnès. Aucun document écrit. La vérité reste cachée. 1550. Nouvelle version littéraire. Le merveilleux dragon de Tarascon. Romane populaire. Auteur anonyme. Version encore plus fantastique. La Tarasque crache du feu. A des ailes gigantesques. Garde un trésor dans sa grotte. Combat des chevaliers en armure. Best-seller de l'époque. Vendu dans toute la France. Personne ne se soucie que ce soit faux. C'est divertissant. C'est tout ce qui compte. 3 siècles passent. La légende est maintenant établie. Enseignée. Célébrée. Puis 1789. Révolution française. Les archives nobles sont confisquées. Triées. Et dans une malle scellée depuis 300 ans. Un archiviste trouve quelque chose d'extraordinaire. Les rapports du bailli, les dessins, les écailles. Tout ce qui prouve que la légende était basée sur des faits réels. 1789. Révolution française éclate. La Bastille tombe. Le roi est arrêté. L'Ancien Régime s'effondre. Les révolutionnaires confisquent les biens des nobles. Des églises. Tout est inventorié. Redistribué. Les archives aussi. Siècles de documents. Entassés dans des châteaux, des abbayes, des hôtels particuliers. Tout doit être trié. Catalogué. Transféré aux archives nationales. Travail colossal. Des centaines d'archivistes mobilisés. 1791. Un archiviste révolutionnaire travaille à Tarascon. Claude Bertrand. 32 ans. Jacobin convaincu. Mais aussi passionné d'histoire. Fouille les archives de l'ancienne famille Montfaucon. Descendant du bailli Guillaume. Château confisqué. Famille émigrée. Archives laissées sur place. Bertrand trouve une malle inhabituelle. Scellée. Avec une inscription gravée. Archives de Guillaume de Montfaucon. Bailli de Tarascon. Ne pas détruire. Pour mes descendants. Bertrand est intrigué. Brise les sceaux. Ouvre la malle. Découvre des documents étonnants. Des registres officiels. Rapport détaillé sur la créature de Tarascon. 1474. Témoignage signé. Dessin précis de l'animal. Une boîte de plomb. Il l'ouvre. Contient des écailles préservées. Brillantes encore après 300 ans. Et un journal personnel. Celui du bailli. Écrit de sa main. Bertrand lit. Est stupéfait. Ces documents contredisent complètement la légende. Il lit le journal attentivement. La créature n'était pas un démon. C'était un animal. Peut-être exotique. Échappé d'un navire probablement. L'Église a transformé les faits en miracles. Pour renforcer son autorité. J'ai caché ces documents. Pour que la vérité survive. Un jour, quelqu'un les trouvera. Comprendra ce qui s'est vraiment passé. Ce jour est arrivé. Bertrand veut publier immédiatement. Mais 1791 est chaotique. La révolution devient violente. Terreur commence. Guerre avec l'Europe. Les archives sont constamment réorganisées, déplacées, dans la confusion. Bertrand perd la trace de la malle. Elle est mélangée avec d'autres cartons, envoyés ailleurs. Il la cherche pendant des mois.
Sans succès. Disparu à nouveau. Bertrand est désespéré. Ces documents sont cruciaux. Ils prouvent que l'Église a menti pendant 3 siècles. Mais il ne peut les retrouver. 1830. 40 ans plus tard. Un autre archiviste, Jean-Baptiste Fabre, travaille aux archives départementales d'Avignon, trie des cartons non catalogués, retrouve par hasard la malle Montfaucon, l'ouvre, découvre à son tour les documents, lit le journal, examine les dessins, touche les écailles, est bouleversé. Comment ces documents ont-ils pu rester cachés si longtemps? Il décide de publier. Article dans la Revue historique de Provence. Les véritables documents sur la Tarasque de 1474. Présentent les rapports du bailli, les témoignages originaux, les dessins de Jean Dupuy, l'hypothèse du navire vénitien. Tout. Scandale immédiat. L'évêché d'Avignon condamne l'article. C'est une attaque contre la foi. Ces documents sont des faux. La Tarasque était un miracle authentique. Comment osez-vous remettre en question la tradition de l'Église? Fabre se défend. Ces documents sont authentiques. Examinez-les vous-même. L'écriture date du XVe siècle. Les sceaux sont corrects. Les témoignages sont cohérents. Débat houleux entre historiens. Certains soutiennent Fabre. Les documents semblent authentiques. Le papier, l'encre, les sceaux. Tout correspond. Et les détails sont trop précis pour être inventés. D'autres doutent. Pourquoi ces documents n'ont-ils jamais été mentionnés avant? C'est trop commode de les découvrir maintenant. Au XIXe siècle. Quand on remet en question les croyances religieuses. 1835. Commission d'experts examine les documents. Historien, paléographe, chimiste. Conclusion. Les documents sont authentiques. Datent bien du XVe siècle. L'écriture correspond à d'autres documents du bailli. Les témoignages sont crédibles. Impossibilité de prouver définitivement la nature de la créature. Mais probabilité forte. Animal exotique. Les écailles préservées sont aussi analysées. Technique primitive, mais conclusion. Ressemblent à des écailles de reptiles. Taille et épaisseur inhabituelles. Aucun reptile européen connu ne correspond. Hypothèse. Grand varan d'Afrique ou d'Asie. Crocodile géant. Espèce inconnue ou éteinte. 1840. Un naturaliste étudie le cas. Professeur Émile Deschamps. Zoologiste. Compare les descriptions avec des animaux connus. Cette créature ressemble à un dragon de Komodo. Grand varan d'Indonésie. Découvert récemment. Peuvent atteindre 3 à 4 mètres. Salive toxique. Écailles épaisses. Mais Komodo a 4 pattes. Pas 6. Peut-être une mutation? Ou les témoins se sont trompés dans le stress? Théorie alternative. Peut-être un crocodile géant. Du Nil ou d'estuaire. Aurait pu survivre dans le Rhône. Eau douce. Poissons abondants. Ou espèce éteinte de reptiles. Survivante isolée. Conclusion de Deschamps. Probablement un animal réel et exotique. 1850. Le débat s'apaise. Consensus mou. Quelque chose de réel s'est passé en 1474. Probablement un animal dangereux. Peut-être exotique. Tué après plusieurs morts. Mais la version miraculeuse reste officielle pour l'Église. Les deux versions coexistent. Version scientifique pour les historiens. Version religieuse pour les croyants. Chacun croit ce qu'il veut. XXe siècle. Nouvelle technique scientifique. Les écailles sont analysées à nouveau. Avec spectrométrie. Carbone 14. ADN même. Les résultats sont troublants. Compatibles avec reptiles crocodiliens. Mais aussi des anomalies. Structure inhabituelle. Peut-être une espèce inconnue? La reconstitution en 3 dimensions confirme. Créature biologiquement plausible. Sauf un détail. Les 6 pattes. 1950. Nouvelle technique d'analyse disponible. Les écailles conservées depuis 5 siècles sont réexaminées. Spectrométrie de masse. Analyse de la composition chimique.
Résultat. Protéines compatibles avec des reptiles crocodiliens. Kératine similaire à celle des crocodiles actuels. Mais aussi des anomalies. Structure cristalline inhabituelle. Densité légèrement différente. Peut-être due aux conditions de préservation? Ou à une espèce différente? Impossible de conclure définitivement. 1975. Tentative de reconstitution. Dr Pierre Valmont, paléontologue. Étudie tous les documents. Rapports, témoignages, dessins, écailles. Compare avec reptiles connus. Crée une reconstitution hypothétique. Modèle en 3 dimensions. Basé sur les meilleures données disponibles. Résultat. Créature ressemblant à un grand crocodile. Mais avec 6 pattes. C'est le problème. Aucun vertébré tétrapode n'a 6 pattes. C'est une impossibilité anatomique. Tous les vertébrés terrestres descendent d'un ancêtre commun à 4 pattes. Amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, tous 4 pattes. Ou moins par perte évolutive. Mais jamais plus. 6 pattes n'existent que chez les insectes. Comment expliquer? Valmont propose plusieurs hypothèses. Peut-être les témoins se sont trompés. Dans le stress, l'obscurité, ont vu la créature bouger ses 4 pattes rapidement. On crut en voir 6. Ou peut-être une anomalie. Polymélie. Membre supplémentaire. Mutation génétique rare. Arrive chez certains animaux. 2 pattes avant supplémentaires. Vestigiale. Petite. Mais visible. Expliquerait les observations. Ou peut-être confusion. La queue épaisse traînait par terre. A été comptée comme une paire de pattes? Aucune certitude. Mais la reconstitution reste plausible. Sauf ce détail des 6 pattes. Cette reconstitution est exposée au musée de Tarascon, avec tous les documents historiques. Panneaux explicatifs. Légende ou réalité? Les faits suggèrent qu'un animal réel a inspiré la légende. 1985. Découverte aux archives du Vatican. Un chercheur trouve un document. Rapport d'un légat papal. 1475. Au sujet de la prétendue tarasque de Provence. J'ai enquêté sur cet incident. Le bailli local affirme que c'était un animal naturel. Le clergé local insiste que c'était un démon. J'ai examiné les preuves. Je penche pour l'explication naturelle. Mais l'évêque d'Avignon m'a demandé de soutenir la version miraculeuse. Pour le bien de la foi. Pour le prestige de l'Église. J'ai accepté. Ce document confirme. L'Église a consciemment normalisé l'histoire, transformé des faits en légendes, pour des raisons politiques et religieuses. Ce n'était pas un accident, pas une erreur. C'était délibéré. 2000. Analyse, ADN tenté. Les écailles ont 500 ans. L'ADN est très dégradé. Mais techniques modernes permettent de récupérer des fragments. Résultat. ADN reptilien confirmé. Compatible avec crocodilien. Mais séquence trop fragmentée pour identification précise. Impossible de dire si espèce connue ou inconnue. Frustrant mais prévisible. 2010. Théorie finale consensuelle. Basée sur tous les documents et analyses. Scénario le plus probable. 1469. Un animal exotique est transporté d'Asie ou d'Afrique vers l'Europe. Probablement grand crocodile ou varan. Navire vénitien. Destination. Cour du duc de Savoie. Pour ménagerie exotique. 1470. Le navire fait naufrage près de Lyon. Plusieurs animaux s'échappent, dont cette créature. Elle survit dans le Rhône. 4 ans. Se nourrit de poissons. Évite généralement les humains. 1474. L'animal devient agressif. Peut-être vieux. Malade. Affamé. Difficile de dire. Attaque et tue plusieurs personnes. Est finalement tué par des soldats. L'Église transforme l'incident en miracle. Pour renforcer la foi. Son autorité. Agnès a effectivement approché l'animal. Peut-être l'animal était blessé. Mourant. Donc docile. Ou peut-être Agnès avait un talent naturel. Calme. Qui a apaisé la créature?
L'histoire devient légende, avec embellissement, exagération, dragons ailés, feu, démons. Cette théorie est maintenant acceptée par la majorité des historiens. 2015. Dernière analyse des écailles. Datation au carbone 14. Confirme. Les écailles datent du XVe siècle. Pas de doute possible. Analyse isotopique. Isotopes d'oxygène et de carbone dans les écailles. Suggère. L'animal vivait en eau douce, mais avait grandi en eau salée ou saumâtre, compatible avec un animal venu de la mer. Remonter le Rhône depuis la Méditerranée. 2020. Reconstruction 3 dimensions numériques. Basé sur tous les documents. Modèle informatique, animation, montre. Créature biologiquement plausible. Mouvement réaliste. Attaque crédible. Sauf. Les 6 pattes restent inexpliquées. Peut-être erreur des témoins. Peut-être anomalie. On ne saura jamais avec certitude. Aujourd'hui, 2 versions coexistent toujours. La légende. Enseignée dans les écoles religieuses. Célébrée à la fête annuelle. Dragon démoniaque vaincu par une sainte. L'histoire. Documentée dans les archives. Analysée par les scientifiques. Animal exotique tué par des soldats. Les 2 sont vrais à leur manière. Les 2 sont nécessaires pour comprendre ce qui s'est vraiment passé à Tarascon en 1474. Aujourd'hui, 21e siècle. Tarascon célèbre toujours la Tarasque. Chaque année. Fête inscrite au patrimoine UNESCO. Énorme effigie du dragon. Portée dans les rues. Des milliers de touristes viennent voir. La légende est vivante. Bien vivante. Version officielle. Un dragon démoniaque terrorisait Tarascon. Tuait les gens. Personne ne pouvait le vaincre. Puis Sainte Marthe est arrivée. Par sa foi pure. A dompté le monstre. Le dragon est devenu doux, mais les villageois l'ont tué. Par peur. Cette version est enseignée dans les écoles religieuses. Racontée aux enfants. Représentée dans l'art. Mais il y a aussi l'autre version. L'historique. Documentée. Vérifiable. Un animal exotique. Probablement grand reptile. Crocodile ou varan. A vécu dans le Rhône. Début du XVe siècle. A tué plusieurs personnes. En 1474. A été tué par des soldats. L'Église a transformé les faits en miracles, pour des raisons politiques et religieuses. Cette version est soutenue par rapports officiels du bailli, authentiques, datés, témoignages signés, vérifiables, dessins d'époque, précis, détaillés, écailles préservées, analysées scientifiquement, registre de navires vénitiens, mentionnant transport d'animaux, documents du Vatican. Confirmant normalisation consciente. Les 2 versions coexistent, sans vraiment se contredire, car elles répondent à des questions différentes. La légende répond. Pourquoi cet événement est important? Qu'est-ce qu'il signifie pour nous? Comment devons-nous le comprendre spirituellement? L'histoire répond. Que s'est-il réellement passé? Quelles sont les preuves? Comment expliquer rationnellement? Les 2 sont nécessaires. Ignorer la légende. C'est perdre le sens culturel. L'impact émotionnel. La transmission générationnelle. Ignorer l'histoire. C'est perdre la vérité. La précision. La compréhension réelle. La Tarasque de Tarascon est les 2. Un animal réel qui a terrorisé une ville. Était une légende qui a inspiré des générations. C'est ça qui la rend fascinante. Plus intéressante que si c'était juste l'un ou l'autre. Si c'était juste une légende, sans aucune base réelle. Ce serait moins crédible, moins puissant. Si c'était juste un animal, sans aucune transformation légendaire, ce serait oublié, banal. La combinaison des 2 crée quelque chose d'unique. Les preuves existantes aujourd'hui. Rapport du bailli Guillaume de Montfaucon. Conservé aux archives départementales. Témoignage de 12 personnes. Signé. Daté.
Dessin de maître Jean Dupuy. 7 dessins détaillés. 350 ans avant la photographie. Écaille dans la boîte de plomb. Analysé plusieurs fois. ADN. Carbone 14. Spectrométrie. Registre portuaire d'Arles. Mentionnant navire vénitien 1469. Document du Vatican. Légat papal 1465. Confirmant choix délibéré de l'Église. Ce qui reste mystérieux. L'espèce exacte de l'animal. Crocodile? Varane? Autre chose? Le nombre réel de pattes. 4 ou 6? Mutation? Erreur d'observation? Comment Agnès a vraiment calmé la créature? Don naturel? Animal mourant? Coïncidence? Pourquoi l'animal est devenu agressif en 1474? Âge? Maladie? Faim? Si d'autres animaux exotiques du navire ont survécu? Dans le Rhône ou ailleurs? Autre légende basée sur eux? Leçon de cette histoire. Les légendes ont souvent un fond de vérité. Cherchez ce fond. Comprendre d'où vient la légende. Les institutions peuvent réécrire l'histoire, pour leurs propres raisons. L'Église l'a fait. D'autres aussi. Les documents officiels peuvent être censurés, détruits, cachés. Mais pas toujours complètement. La vérité finit par ressurgir, si quelqu'un la préserve. Comme le bailli Guillaume. Les archives sont cruciales, contiennent ce que le pouvoir veut cacher, doivent être protégées, accessibles. La Tarasque aujourd'hui. Symbole de Tarascon. Sur les armoiries de la ville. Fête annuelle très populaire. Des dizaines de milliers de visiteurs. Musée dédié. Avec tous les documents historiques. Exposition permanente. Attraction touristique majeure. Rapporte de l'argent à la ville. Débat permanent. Entre croyants et sceptiques. Entre traditionalistes et rationalistes. Mais débat respectueux généralement. Les deux côtés reconnaissent l'importance de l'événement, même si interprété différemment. Analogie avec d'autres cas. Le monstre du Loch Ness, légende écossaise, basée sur observation réelle ou pure invention? Les dragons chinois, stylisation de crocodile ou créatures mythiques pures? Les serpents de mer, plésiosaures survivants, baleines mal identifiées? Beaucoup de légendes ont probablement des origines réelles. Animaux mal identifiés, exagérés, transformés, puis embellis par génération de conteurs. La différence avec la Tarasque. Nous avons des documents contemporains, des preuves physiques, possibilité de vérifier. Réflexion finale. La question n'est pas légende ou rapport officiel, mais légende, ET, rapport officiel. Les deux versions sont vraies à leur manière. La légende capture l'émotion, la peur collective, l'émerveillement, l'espoir, le besoin de sens. Le rapport capture les faits, les détails concrets, la réalité matérielle, la chronologie précise. L'histoire complète nécessite les deux. Ignorer la légende, c'est perdre pourquoi les gens s'en souviennent. Pourquoi c'est important culturellement. Ignorer les faits, c'est perdre ce qui s'est vraiment passé. La vérité historique. La Tarasque de Tarascon est un animal réel, grand reptile exotique, probablement échappé d'un navire, a vécu dans le Rhône, a tué des gens, a été tué, était, une légende puissante, dragon démoniaque, vaincu par une sainte, symbole de foi, d'espoir, de triomphe du bien. Les deux sont vrais, les deux sont réels, à leur manière. C'est ça qui rend l'histoire fascinante, plus riche, plus complexe, plus humaine. Message final. Quand on entend une légende, demandons-nous, y a-t-il des documents officiels, des archives cachées, des preuves physiques? L'histoire a-t-elle été normalisée? Par qui? Pourquoi? Quels faits ont été transformés? Comment? Pourquoi? Et quand on lit des rapports officiels, demandons-nous aussi, quelle légende est née de ces faits?
Comment les gens ordinaires ont vécu? Qu'ont-ils ressenti? Qu'ont-ils raconté à leurs enfants? Que capturent les légendes que les documents froids ne peuvent pas? La vérité historique est toujours, quelque part entre, les documents officiels froids et précis, et les légendes chaudes et vivantes, entre les faits et la fiction, entre la raison et l'imagination. La Tarasque nous le rappelle. 5 siècles plus tard, dans chaque légende, chercher les faits, dans chaque fait, comprendre la légende. Les deux ensemble donnent la vérité complète. Voilà la leçon de Tarascon.